Les sujets sont toujours les mêmes, mais ils sont brûlants, puisqu'il s'agit toujours de la hausse des carburants qui met très en colère les Français, les automobilistes, de l'itinérance mémorielle du président de la République qui va à la rencontre des Français, parfois assez difficilement, et puis de l'avenir. Eh bien de l'avenir, ce sont les élections européennes, et les élections européennes vues du Parti Socialiste. Et c'est avec Patrick Kanner que nous sommes ce matin, qui est le président du groupe socialiste au Sénat. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ces locaux. Alors, prix des carburants, vous appelez, vous, à bloquer les routes le 17 novembre? Non. 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 C'est pas votre rôle. C'est pas notre rôle. Il y a des partis qui le font. Pas de récupération, Ouais. politique et politicienne en l'occurrence. Le Parti Socialiste appelle à une grande conférence nationale sur les questions de transition écologique. D'accord. Parce qu'il faut vraiment aborder les problèmes de fond et pas par petits bouts, comme Mais c'est quelle le tête cas elle aurait aujourd'hui. cette conférence? Conférence nationale qui regrouperait tous les acteurs économiques, l'État naturellement, les collectivités territoriales qui ont leur mot à dire, avec un objectif qui est finalement sinon de renverser la table, mais de renverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On joue sur la fiscalité pour faire rentrer 55 milliards d'euros, en l'occurrence pour le point précis des carburants, dans les caisses de l'État en 5 ans. À des fins écologiques, normalement. Sachant qu'il n'y a qu'un quart qui repartira vers des fins écologiques. Très concrètement, c'est prévu dans les budgets et dans la ligne budgétaire. Donc ce n'est pas du tout des fausses informations que je vous donne, des fake news. C'est bien la traduction budgétaire de ce qui se passe actuellement. Et au lieu de faire ça, on devrait d'abord fixer les objectifs Ouais. et se dire quels moyens on met en œuvre pour les atteindre. Donc finalement, je me demande si aujourd'hui le gouvernement ne frise pas le procès d'incompétence. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire un geste? Le président de la République semblait aller dans ce sens-là hier. Monsieur Tréhard, est-ce que vous comprenez quelque chose de ce qui se passe actuellement? Non. C'est pas moi du... Enfin, si, Oui, je peux observer. Je ne vais mais pas vous c'est à vous de piéger. juger. Je ne vais pas vous piéger. Mais objectivement, on donne d'un côté, on reprend de l'autre, on reprend de l'autre, on redonne d'un côté. Enfin, personne n'y comprend plus rien. Patrick Kanner, vous étiez au gouvernement quand la loi de transition énergétique a Oui, été votée mais en 2015. c'était clair, avec une progression... Un centime par an. 1 centime par an. Là, on est sur 2 ans, sur à peu près 20 centimes. Donc c'est énorme en termes de charges, avec une hausse du pétrole. Donc... le gouvernement devrait tout simplement regarder la hausse du prix du baril, adapter sa fiscalité en fonction. Est-ce qu'il faut arriver à une TIPP flottante comme ça peut exister? Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, de ne pas prendre en otage des millions de Français. Et c'est ça qui ne va pas. Alors, parce que ouais. ces Français se disent, mais d'un côté, on a donné au début du quinquennat une forme de bouclier fiscal, 5 milliards d'euros, grosso modo, avec la flat tax et la suppression de l'ISF. Et eux, ils continuent à payer. Ils ne comprennent plus rien. D'accord. Et je ne vous cache pas que nous, en tant que politiques, on a du mal à suivre. Alors, à court terme, il y a le long terme et le court terme. À court terme, le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit suspendre cette taxe carbone? Est-ce qu'il doit donner un chèque essence, carburant aux Français les plus modestes? Est-ce qu'il doit demander aux sociétés d'autoroutes de contribuer à compenser cette hausse? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense qu'un moratoire serait nécessaire. Donc, on suspend. Suspend, on fait le C'est point. plus simple. Plutôt que d'inventer une usine à gaz. Ben, pour l'instant, encore une fois, on souhaite demander aux régions de financer une partie des déplacements Ça, de vous êtes ceux contre, qui font 30 km de déplacement par... Enfin, comment voulez-vous mettre ça en œuvre? C'est une usine à gaz. Ouais. Je reprends votre Vous redoutez que expression. les collectivités territoriales soient mises à contribution? Ouais, je ne vois pas comment cela pourrait se faire, sauf vraiment, alors là, un coup de force inimaginable et dans une relation aujourd'hui avec les collectivités qui n'est pas bonne. Donc, moi, je pense au SMICAR, M. Tréhard. Le SMICAR, 1 200 euros, grosso modo, de pouvoir d'achat. Comment voulez-vous qu'il s'achète une voiture électrique qui coûte 15 à 20 000 euros avec des traites de 100, 200, 300 euros? C'est impossible pour lui. Donc, s'il y a une prime de conversion, allons-y, mais pas 2 000 euros. C'est 4 000, 5 000, 10 000 euros, comme d'ailleurs elle avait prévu Ségolène Royal à une époque. Vous êtes un élu de la nation, mais aussi des territoires, puisque vous êtes un homme du Nord. Vous êtes d'accord avec ce qu'a fait Xavier Bertrand, par exemple, là, qui compense cette difficulté d'achat pour les plus modestes avec une aide? C'est une aide intéressante, portée politiquement et décidée souverainement par la région des Hauts-de-France, dont acte. La question qui est posée, c'est est-ce que cela est duplicable à d'autres régions? Encore une fois, l'État n'a pas à se substituer à la décision souveraine des collectivités locales. Comment on fait pour réaliser cette transition écologique? Comment on fait?
déjà, pour la réaliser? Parce qu'il faut faire changer les comportements. Il faut faire changer les comportements. La fiscalité est un des leviers. La fiscalité sur l'essence, et sur le diesel en l'occurrence, moi, ne me choque pas en tant que telle, à condition qu'elle soit juste et adaptée en fonction des moyens des Français. Donc ce qu'il faut, c'est dégager sûrement des pistes nouvelles, l'implication du secteur économique privé, qui a eu beaucoup d'aides depuis quelques années, y compris à l'époque de la gauche, avec le CICE. Comment vous mettez tout cela autour de la table? Je reviens sur cette idée du PS hier que je partage, non pas parce que je suis socialiste, mais parce qu'elle est bonne. des États généraux. États généraux, nous appelons ça une conférence nationale de la transition écologique. Donc, on pose tout sur la table. Ça dure combien de temps, ça? Ça, nous verrons bien. Vous savez, souvent, les conférences nationales ou les États généraux, il n'en sort rien. Je pense qu'en quelques mois, on est capable de faire le diagnostic et surtout d'avoir des solutions qui soient consensuelles. Le gouvernement, aujourd'hui, va dans le mur en voulant gérer tout par la force. C'est bien ça qui est posé. C'est la contrainte, la contrainte, la contrainte. La légitimité du président Macron par l'élection ne peut pas être contraire au dialogue qui est nécessaire avec les Français. Alors, le président Macron, précisément, lui, il est en itinérance. Bon, alors, bientôt dans ma région. On ne va pas gloser, justement, sur ce terme. Il est bientôt dans votre région, le Nord. C'est utile. On sent qu'il y a le côté mémoriel, célébration du centenaire de l'armistice, mais il y a aussi le fait qu'il en profite pour essayer de se reconnecter au territoire, parce que le procès lui a été fait d'être loin de ces territoires. Oui, bien sûr c'est utile. Moi j'ai participé à des manifestations autour de François Hollande quand il se déplaçait. C'est rare quand même qu'un président de la République se déplace pendant une semaine. C'est même exceptionnel. Je crois que depuis le général de Gaulle... Voilà, on ne l'a jamais vu. Et donc le moment peut le justifier. Voilà, le centenaire de la Grande Guerre et de l'armistice. Surtout dans ces régions. Aucun problème. C'est sur des régions meurtries qui ont été saignées au sens littéral du terme, si vous me permettez l'expression. Donc moi, je n'ai aucun obstacle sur cela. Mais il ne faut pas que ce soit un coup de com'. Il faut qu'il aille vraiment à la rencontre des Français. Moi, ce que je vois depuis 3 jours, c'est que quand même, tout ceci est très, très, très encadré. Vous qui êtes élu du Nord, le lien est distendu avec cette présidence de la République? On dit souvent que Emmanuel Macron n'a jamais été élu local et que ça lui manque. Oui. Je crois que c'est vrai. Et c'est vrai que les présidents de la République ont tous été les grands élus locaux, quasiment tous. Ça doit lui manquer. Le fait qu'il aille au contact, moi, ne me choque pas, bien au contraire, mais que ce soit un vrai contact. Et surtout un contact respectueux de ce que sont les élus dans ce pays. 500 000 élus locaux, c'est une force que moi j'appelle les hussards de la République. Il faut les respecter. Il faut les respecter en ne les écrasant pas par des mesures injustes, notamment sur les dotations de l'État. Et il faut les respecter en leur donnant, non pas le sentiment, mais en leur donnant des preuves que leur présence est parfaitement et totalement utile au fonctionnement de la République. Et ça, il le néglige un peu? En tout cas, c'est ce qui est ressenti. D'accord. Je ne dis pas que c'est son intention, mais de fait, moi, les élus que je rencontre me disent « mais c'est un président qui ne nous comprend pas ». D'accord. Les européennes, bientôt, dans 5 à 6 mois, pour un parti, le Parti Socialiste, le vôtre, qui est quand même bien malade, comme d'autres partis d'ailleurs, mais le vôtre, vous parliez de saigner tout à l'heure, alors pas au sens littéral, mais au sens figuré, a été quand même pas mal abîmé. Il y a une personne là qui navigue dans le paysage audiovisuel qui s'appelle Ségolène Royal, qui vient de sortir un livre, et on sent que vous, personnellement, vous avez pris, vous êtes exprimé, vous avez dit qu'elle ferait une excellente candidature, avez-vous dit. Ça peut se faire. Je persiste et je signe. Et vous signez. Il pourrait y en avoir d'autres, de belles candidatures. Le président Macron a voulu nationaliser cette élection, dont acte. Et donc, il faut que nous ayons des personnalités nationales pour porter la liste, en tout cas, cette liste de progrès ouverte. C'est une voie, Ségolène Royal. C'est une voie. Personne ne peut nier son engagement écolo, si vous me permettez l'expression. Elle l'a démontré quand elle était notamment au gouvernement depuis avril 2014, sous l'autorité de François Hollande. C'est une voie, elle est respectée, elle est populaire. Oui. Elle a un passé politique, elle a été ministre de différents gouvernements de gauche. Quand elle dit sur les médias « mais je ne suis plus socialiste », elle n'est plus cartée socialiste. Mais fondamentalement, c'est une femme qui a vécu avec le socialisme français. Elle pourrait se présenter sans être tête de liste du Parti socialiste. Elle pourrait être soutenue. Et à ce moment-là, vous la suivez, vous ? Elle pourrait être soutenue, ça dépend de l'accord. Ouais. Ça se négocie, ça se gère. Nous avons... Sans avoir le logo sur le PS. Enfin, le logo PS, il peut être en bas ou en haut, peu importe. Ce qui est important, c'est les valeurs défendues. Pour vous, c'est la meilleure des candidates actuellement ? Au jour d'aujourd'hui,
et avec tout le respect que je porte pour les députés, femmes et hommes sortants, socialistes que je connais bien et qui ont beaucoup de qualités, mais vu l'enjeu de cette élection, je crois que, y compris d'ailleurs pour lui donner une force particulière, parce qu'on sait bien qu'il y a un taux d'abstention qui est terrible, une femme comme Ségolène Royal, à mon avis, est un plus pour nous, socialistes, mais aussi, je crois, pour le pays, parce que c'est une femme qui compte sur notre territoire. Beaucoup sont comme vous au Parti socialiste? De plus en plus. De plus en plus. Et vous seriez prêt à renoncer justement à cet affichage, quoi, PS? Mais vous savez, aujourd'hui, vous le disiez, nous sommes en difficulté, nous sommes en reconstruction. Et donc, il faut profiter de chaque étape électorale pour montrer que nous existons encore. Et que ce discours dichotomique du président de la République, qui lui dit, d'un côté, il y a les progressistes, donc lui, c'est moi le progressiste, moi Macron. Et de l'autre, il y a les méchants, il a raison les de faire cette populistes. dichotomie. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il considère que donc les autres partis, le Parti socialiste, la social-démocratie au sens large du terme, les républicains à droite, n'existeraient plus dans le paysage. C'est une erreur. Je pense que c'est même dangereux parce que l'homme providentiel ne dure qu'un temps. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe quand il n'est plus là? Alors, on sent qu'à gauche, ça bouge beaucoup. Hein. Rien n'est fixé, mais ça bouge beaucoup. Alors, il y a une nouvelle initiative, celle du fils d'un intellectuel. Alors, on va arrêter de l'appeler le fils de l'intellectuel, parce qu'il l'est lui-même. C'est Raphaël Glucksmann qui a lancé un mouvement. Son mouvement, ça s'appelle Place Publique. Et il a l'ambition, en tous les cas, de représenter une gauche. Ça peut vous faire de l'ombre, ça Je ne pense pas. Je pense que ça peut revivifier notre ligne idéologique. Vous pouvez vous associer à eux, par exemple? En tout cas, discuter, évoquer. Moi, si M. Glucksmann souhaite me rencontrer, et réciproquement, je serai très heureux. Ah, bien sûr. Je crois qu'on a besoin, après cette période de gestion difficile que nous avons connue, après la crise politique que nous avons connue aussi en n'ayant pas de candidat crédible, parce que Benoît Hamon, finalement, avec ses 36%, eh bien, a montré ses limites, eh bien, nous avons besoin de nous ressourcer sur un plan idéologique. Je n'ai pas peur du mot idéologie. Ça fait partie, pour moi, de la démocratie. Le PS peut faire plus de 10% aux européennes? Avec une bonne tête de liste. Avec Ségolène Royal, il peut faire plus de 10%. Avec notre capacité, bien sûr, avec notre capacité d'aller chercher aujourd'hui ce que j'appelle les orphelins de François Hollande, qui ont voté au premier tour. 10 ou 12% au minimum pour Emmanuel Macron en 2017. Pour les faire rentrer au bercail. Et qui aujourd'hui sont très déçus de la politique de M. Macron, qui ne veulent absolument pas aller voir ni Mélenchon ni quelqu'un d'autre. Ils sont là. Donc cet électorat-là, il faut savoir encore le reconvaincre. Alors, feu vert pour Ségolène Royal, mais en revanche, alors il y a Martine Aubry, la maire de Lille. Vous dites, elle me serre même pas la main. Enfin bon, si quand même. Ah oui, elle vous serre la main. Oui, quand même. Vous avez des ambitions pour Lille? C'est l'année d'après, 2020. Je suis élu lillois. Ouais. Sénateur du Nord, conseiller départemental. Mon canton est totalement lillois. Donc simplement ce que je veux, c'est participer au débat municipal qui arrive en 2020. Parce que je crois que ce sera un débat difficile. Vous souhaitez qu'elle soit candidate à sa réélection? Elle pourra être candidate à la candidature. Il y a des règles dans le Parti socialiste. Et nous verrons bien le moment venu. Et ces règles ne sont pas encore édictées par le PS. Ce que je souhaite, simplement comme élu lillois, ayant été un élu important dans cette ville, et l'étant encore, je l'espère, je souhaite pouvoir participer à la dynamique municipale. Vous n'êtes pas nécessairement derrière elle? Vous savez, François Hollande a dit, quand il est venu à Lille dédicacer son bouquin, avec le succès qu'on connaît, il avait dit il faut se rassembler autour du bilan de Martine Aubry. Mais naturellement, le bilan de Martine Aubry, le bilan de Pierre Mauroy, le bilan des autres maires de Lille, des maires socialistes, moi, ma seule sollicitude... Vous n'allez pas remonter à Roger Salingro, quand même? Et pourquoi pas? C'est une histoire, c'est notre histoire, et j'en suis fier. Ce que je souhaite, c'est que le Beffroi reste socialiste, et je pense que je peux y contribuer. Nous verrons bien à quelle place. Nous sommes avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, ancien ministre de François Hollande. Et on continue avec lui. Et vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui vient les poser. Bonjour Monsieur Kanner. Bonjour, alors première question justement, Martine Aubry s'est rapprochée récemment d'Anne Hidalgo et Lucien se demandait si vous vous réjouissiez de ce rapprochement et si vous pensiez que c'était une bonne chose. Je suis socialiste. Martine Aubry est socialiste, Anne Hidalgo est socialiste. Pourquoi voulez-vous que des socialistes ne puissent pas se voir, se rencontrer amicalement? Je sais bien que parfois... C'est une notoriété publique que votre relation avec Martine Aubry, c'est pas toujours évident. Et les relations entre Martine Aubry et Anne Hidalgo n'ont pas toujours été excellentes. Mais voilà. Mais
sachons nous réunir sur l'essentiel. Et manifestement, c'est le cas avec Anne Hidalgo et Martine Aubry, tant mieux. Ça, c'est la réponse. C'est donc la réponse claire pour Louis. Farouk se demande ce que vous pensez de la proposition de créer une armée européenne qu'a fait Emmanuel Macron, coup de com' ou nécessité? Je suis absolument pour. D'accord. Vous savez, C'est un vieux serpent de mer. Hein. Oui, mais la fameuse CED qui a été échoué. retoquée en 1954. Et si on veut une intégration européenne, parce qu'on est internationaliste, et je le suis, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis même pour un impôt européen, c'est pour vous dire... Ah oui. Ah bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une telle crise que si nous ne retrouvons pas des fondamentaux, ceux des fondateurs de l'Europe, eh bien, nous allons droit dans le mur. Et donc, l'armée européenne fait partie de ces fondamentaux qu'il faut absolument travailler. Ce sera difficile, ce sera néanmoins difficile. C'est sûr. Vous avez déposé donc une demande de création de commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église. Jim se demande ce que cela pourrait vraiment apporter, est-ce que ça aurait un réel impact selon vous? Malheureusement, je dis à votre internaute qu'elle ne se créera pas, puisque la droite sénatoriale majoritaire l'a repoussée, l'a retoquée pour des raisons juridiques, à mon avis, très légère, mais peu importe, elle est majoritaire. Est-ce que c'est aux politiques de s'intéresser... Enfin, Que voulions-nous faire, M. Treillard? Mais pas de théologie, j'imagine. Voilà, répondre à un appel des témoignages chrétiens, de citoyens aussi qui avaient subi des violences sexuelles et qui veulent que la vérité puisse se manifester. Je reprends souvent dans ce dossier une phrase de l'évangile de Saint Jean. Ça vous étonnera peut-être, la vérité vous rendra libre. Tout ce que nous voulions, c'est que la vérité puisse être mise sur la table. Alors, l'Église crée une commission en interne. Le Sénat va créer une mission sur la pédophilie en général en France. Une mission, c'est pas une commission d'enquête. C'est quoi une mission d'ailleurs? Une mission, c'est voilà, on étudie, on diagnostique. Okay. Mais il n'y a pas il n'y a pas on prête pas serment, on ne peut pas être convoqué. Donc c'est Vous allez y participer? Moi pas, mais mon groupe sera présent. Donc nous avons désigné nos 6 membres, et notamment Laurence Rossignol, Marie-Pierre de la Gontrie, Jean-Pierre Sueur. Ce sera le président de la commission qui va être désigné prochainement, qui en décidera. Mais cette mission n'a pas la même force juridique qu'une commission d'enquête au sens strict du terme. Et vous êtes satisfait de voir que l'Église elle-même, bien sûr, va nommer tout ce qui peut concourir commission à dégager la vérité et surtout de prévenir est utile. Mais nous, ce que nous voulions, c'est savoir s'il y avait un système d'omission ou de soustraction de la vérité. Ce ne sera pas le cas. L'Église n'a pas pu, n'a pas voulu, n'a pas su, à vous de choisir le bon terme, aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est rendre service... Elle commence. En tout cas, c'est rendre service à l'Église, à ce qu'elle représente dans la nation française, que de lui permettre de pouvoir dire, mais tout ceci, on va pouvoir le gérer, c'est du passé. Sur Twitter, vous aviez suivi assidûment le référendum en Nouvelle-Calédonie. Oui. Est-ce que vous croyez que le gouvernement est apte à créer le dialogue avec la collectivité à partir de maintenant? Oui, et puis moi je tiens à saluer le travail qui a été celui de Rocard, de Jospin, de Valls sur cette question. Ce sont des premiers ministres socialistes. Vous a surpris quand même ce résultat, parce que le non à l'indépendance est beaucoup plus faible que prévu, hein, parce que disaient les sondages. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que les accords de Nouméa soient tenus jusqu'au bout. Donc, qu'il y ait encore un référendum en 2020, si éventuellement jamais, en 2022. Je vois bien, j'ai beaucoup de respect pour le sénateur Frogier, que je salue, que j'ai déjà rencontré, qui souhaite dire que voilà, il y a eu un référendum, c'est terminé. Ouais. Si on remet en cause les accords de Nouméa, qui prévoient ces 3 référendums. Qui sont intervenus après les accords de Matignon. Hein. Exactement. Si on remet ça en cause, je pense que là, on risque très fort une dégradation du climat qui est apaisé aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc allons jusqu'au bout de la procédure. Aujourd'hui... Quitte à ce que la Nouvelle-Calédonie quitte la souveraineté française. Je n'ai pas, moi, comme politique métropolitain, à prendre la décision à la place des citoyens néo-calédoniens qui sont aujourd'hui... en charge de leur destin. Je prends acte du score, 56-44, un peu plus de 56. C'est un score qui est peut-être plus resserré, vous l'avez dit, que nous n'imaginions. Allons jusqu'au bout du processus. Dernière question. Suite à l'effondrement de 3 immeubles à Marseille, Mam rebondit et nous dit « Louer un logement ne devrait pas être une activité comme les autres dans un pays qui subit une telle crise de logement. Il est temps de la réglementer sévèrement. » Vous êtes d'accord? Oui, permis de louer, bien sûr. Il faut vérifier que les conditions de location soient dignes. Et ce drame est vraiment... Alors, qui est très isolé. Je veux dire, faut pas ça peut arriver à Lille, par exemple
Vous avez des immeubles comme ça qui sont vétustes? Il y a des immeubles qui ont été vidés, notamment dans le Vieux-Lille à une certaine époque. C'est plus le cas maintenant. Ce qu'on appelle le Vieux-Lille, qui est le quartier maintenant. C'est complètement rénové, oui. Complètement rénové, on n'a plus ces soucis-là. Et le secteur social est très réhabilité, c'est notre histoire aussi. Donc il y a très peu de risques à Lille, sauf une faute d'architecte. Mais ça, on est sur un autre débat. Là, ce n'était pas le cas. C'est des immeubles insalubres. Donc la responsabilité des maires est de pouvoir avoir les moyens, de disposer des moyens pour éviter de tels drames. La responsabilité de l'ancien sénateur Gaudin est impliquée là, à votre avis? Je dis pas ça, je dis qu'il faut donner aux maires les moyens de pouvoir justement empêcher de tels drames. La loi Elan prévoit des choses, nous verrons bien si elle est applicable dans les faits. Par contre, dans les immeubles privés, il faut empêcher absolument qu'il y ait, pour être très clair, l'exploitation de la pauvreté par certains propriétaires qui ne devraient pas l'être en l'occurrence. Très bien. Patrick Cader a été notre invité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Merci à vous. Merci à vous autres internautes qui avez été très constructifs dans vos questions. Merci à Jérémy Pontieux de s'être fait l'écho de vos interrogations. Et à demain, si vous le voulez bien.